Oui, je suis allé comme ça. Je dis de toute façon, c'est pas dans mes programmes de faire Top Chef, donc je suis juste là pour m'amuser. Donc vraiment, je suis allé freestyle. Donc vraiment, je suis envoyé mon dossier, mais à l'arrache. Je fais lettre de motivation sur ChatGPT, des photos éclatées au sol. Donc nous, on se fumait des cigarios à 8 ans, en train de ramasser des carottes. Bonjour et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charlie Hahn, qui est l'un des participants qui s'est illustré avec beaucoup de créativité dans l'émission Top Chef. Et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire. Bonjour Charlie. Bonjour, ça va ? Comment tu vas ? Moi, super. Ouais, aujourd'hui, on est à Paris. Il y a un soleil qui est radieux. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir cette belle ville, cette belle capitale de la France avec autant de soleil. Tu viens d'où, toi ? Moi, je suis normand, dans le cœur. Ça, je l'ai bien débattu depuis quelques mois, là. Ouais. Mais depuis gosse, j'ai toujours vécu en Normandie. J'ai fait juste 2-3 petites escales parisiennes pour bosser et en Suisse. Mais sinon, D'accord. Normandie dans le sang. Ça se ressent dans ta cuisine ? Je sais pas si ça se ressent, mais en tout cas, les produits viennent de chez moi. Et là, tu es à Paris parce que y a peut-être le tournage. Et pour le coup, le tournage, il est fini depuis 6 mois maintenant, 6-7 mois même. Et forcément, on est obligé de rester un peu sur Paris pour des événements ou même pour la com de manière générale. Donc, c'est plus simple d'être ici. En plus, je m'accompagne. Okay. Bon. Super. Donc, tu as trouvé un ici en ce moment et tout. Ouais, je squatte. Hein. Là, je fais le squatter. Okay. Et le studio de Top Chef se trouve à Aubervilliers ? Ouais, c'est ça, c'est Aubervilliers. Donc, c'est là où il y a aussi Secret Story et tout. Exactement, ouais. Et le journal. La Starac. Oui, aussi. J'ai étudié là-bas, je faisais un BTS audiovisuel. C'est cet agglomérat là, de bâtiments rouges dans lequel il y a tous les studios. Et qui est vraiment immense, il y a une hauteur de plafond, c'est phénoménal. C'est incroyable, ouais. Trop bien. Eh ben, écoute, merci d'être venu, c'est un honneur de te parler aujourd'hui. Surtout que je suis hyper fan de Top Chef. Comme je disais aussi, il y a ma fiancée qui est là, Inès, et on regarde Top Chef à chaque fois, même en avant-première, parce qu'on a Canal+, ce qui nous a permis de voir les épisodes en amont. Donc on était trop bien par rapport à ça. Mais justement, est-ce que tu peux te présenter ? Qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie ? En soi, ce qui me passionne dans la vie, moi, c'est manger, faire à manger et toujours manger. Non, moi, c'est que tout ce qui touche à la nourriture et à l'art de la table en soi. C'est tout ce que je fais dans ma vie. Hein. J'aime autant que ce soit bosser avec des céramistes qu'avec des boulangers, que ce soit avec des apiculteurs ou même des agriculteurs. Parce que, en fait, tout ce qui est rattaché à l'art de la table, pour moi, c'est tout ce que j'aime. Okay. Et c'est surtout la cuisine, en fait... dans la continuité pour moi, donc ça c'est mon taf au quotidien. Et puis après, j'ai grandi avec ça depuis que je suis gosse, de bien manger, de faire attention à ce qu'on achète. Donc maintenant, j'essaie de continuer ça dans ma vie pro, quoi. Alors j'ai plein de questions là, qui me viennent tout de suite, mais peut-être qu'on va commencer par les origines, et c'est d'ailleurs le concept du podcast aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui t'a fait aimer la cuisine et notamment cuisiner ? En soi, ce qui m'a fait aimer la cuisine, moi, c'est vraiment cet attache des produits. J'avais une grand-mère qui cuisinait magnifiquement bien. Et à côté de ça, mon grand-père, lui, il avait et le potager et le bateau. Et en fait, quand j'étais en vacances chez eux, moi, j'allais à la pêche, pêcher les maquereaux et le bar. Ouais. Et en même temps, on allait à la pêche à pied quand il y avait les grandes marées pour aller ramasser les coquillages. Et puis, il y avait le potager où tu te retrouvais sur la terrasse à équeuter les haricots. Donc, en fait, c'est déjà une base de travailler des bons produits. Ouais. Juste ça, en fait, ça te fait déjà plaisir d'aller à la pêche, pêcher tes poissons et les manger derrière. Donc en fait, c'était cette satisfaction de se dire, je retransforme un truc que moi, je suis allé chercher de moi-même et d'avoir ce truc de A à Z, quoi. Et t'avais à la maison quelqu'un qui cuisinait, qui t'a donné cette envie ? Moi, mes parents, c'est pas des très grands cuisiniers. Ma mère a toujours aimé faire un peu la popote, hein. Mais c'était pas non plus foufou. Je suis quand même génération Picard dans mon enfance. Ma mère, c'était quand même les moussaka Picard. Ça, j'en ai mangé quand même à foison. Mais à côté de ça, elle faisait quand même que des petits plats un peu feng shui, mais... Puis mon daron, lui, c'était juste bœuf bourguignon. J'ai jamais vu faire rien d'autre que des bœufs bourguignons. Sinon, c'était on achète des pizzas. Allez, vas-y. Donc, il y avait en fait, tu t'intéresses à la cueillette, à la chasse, et tu te dis, tiens, et à la pêche également, je pêche ce poisson, tiens, comment je vais travailler ce produit pour le rendre magnifique, quoi, pour le servir, pour en faire un plat exquis. C'est ça la genèse de ton intérêt, de ta curiosité pour la cuisine ? Ouais, clairement. Après... Tu vois, même si mes parents étaient un peu outre de tout ce truc-là, de faire son potager et tout, moi, gamin, j'ai toujours mis le potager du coup, dans le jardin de chez mes parents. Je m'en suis créé un. J'avais mon petit élevage de lapins, avec vraiment pour objectif les manger. C'était pas juste parce que c'était mignon. Ouais. Et même avec mon meilleur pote d'enfance, Axel,
On avait du coup le potager. Nos 2 parents respectifs travaillaient énormément, donc on était tout le temps tout seul, très jeunes. Ses parents étaient buralistes, donc ils avaient des pubs à tabac en fait dans leur garage. Donc nous on se fumait des cigarios à 8 ans en train de ramasser des carottes. Donc vraiment on a l'impression que c'était Michel et Gilbert de 80 balais qui étaient à la retraite dans leur potager, quoi. On se frottait les carottes sur la côte et on se mangeait ça comme ça et on était les plus heureux du monde, quoi. Et à quel moment tu as eu le déclic en te disant tiens, la cuisine c'est une passion, j'aime cuisiner, j'aime travailler les produits. À quel moment tu t'es dit tiens, je vais en faire une profession, je vais en faire mon métier? Je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur d'un coup, tu vois, je pense que c'est une accumulation de choses. Donc c'est toute cette approche des produits, une grand-mère qui aimait énormément en fait faire plaisir aux gens. Ouais. Et je pense que c'est juste vouloir faire plaisir aux gens. Et à la fois, il y avait quand même ce truc de se dire, bon, de toute façon, je suis pas voué à faire des études parce que je déteste l'école. J'ai qu'une envie, c'est de bosser. Gamin, j'avais quand même dit à mes parents, ouais, je veux devenir agriculteur. Ils m'ont dit, non, on évite, c'est pas le plus simple dans la vie. Donc en fait, naturellement, je pense, depuis gosse, je me suis toujours dit, je vais être cuisinier. Même en ayant regardé Ratatouille, tu vois, je me suis dit, c'est stylé comme métier. Ouais. T'associes 2 trucs, c'est chouette. Je me suis dit, putain, en fait, c'est cool. Et genre, je me suis toujours dit, je vais être cuisinier, tu vois, sans trop même savoir pourquoi. Genre, ça a toujours été en moi en me disant, bah, je vais finir cuisinier et basta, quoi. Genre, il n'y a pas d'autres voies pour moi, c'est ce que je veux faire. Et en fait, naturellement, tu vois, après le collège, bah, moi, il n'y a pas le choix, hein, c'était voie professionnelle, parce que j'avais des notes catastrophiques. Je faisais le mariole à l'école. Donc, même ça, en fait, les écoles hôtelières m'ont toutes refusé. Ouais. Genre, il n'y en a pas un qui a voulu de moi. Donc, je me suis retrouvé au mois de juin à devoir trouver du coup un apprentissage. Donc, j'ai pris ma petite chemise blanche, j'ai faire le tour des restos de Toucan et j'ai essayé de trouver un job vraiment en dernière minute, quoi. Et je me suis retrouvé à l'île Enchantée, à Fleury-sur-Orne, tu vois, petit semi-gastro, vraiment trop chouette, tu vois, pour commencer la cuisine. Et là, c'était parti, quoi, à 15 ans. Feu. Super. Et avant ces 15 ans, avant de rentrer dans une école pour te professionnaliser, est-ce que tu étais plus en mode créatif, tiens, un peu comme Inès, je mets les ingrédients comme ci, comme ça, ou il y avait des recettes, il y avait des plats que tu avais envie de faire et tu suivais les recettes rigoureusement? Non, à une époque, il y avait une émission avec Michalak. Ouais. Alors, je n'ai plus du tout le nom en tête, mais je sais qu'à l'époque où j'étais au collège, donc c'est 2014, il y avait une émission avec Michalak qui passait tous les jours vers 16-17 heures. Il y avait 2 amateurs qui venaient refaire une recette qu'il avait fait. Et en fait, j'essayais de retaper certaines de ces recettes. Honnêtement, c'était chaotique. Hein. Ouais. Vraiment, c'était un carnage parce que c'était en mode, je refais la recette, mais en même temps, j'écoute pas trop ce qu'il dit. Je vais essayer de le faire par moi-même, quoi. Et en vrai, c'était un carnage. Et le premier truc que j'ai fait, je m'en souviens toujours, c'était juste un millefeuille. Ouais. Quand ça paraît con, mais c'était un carnage. Je voulais faire des décors en caramel, des trucs qui étaient épais, mais comme pas possible. J'ai pété les chicots de mes grands-parents. Enfin, c'était un enfer. Le truc, il était immonde. Et il est encore dans les archives sur mon Instagram de 2014. Donc, il est bien caché. On l'assume plus trop maintenant. Et est-ce que tu regardais cette émission et Top Chef également? C'était une émission. Top Chef, on a toujours regardé, nous, en famille. Ça a toujours été un truc assez cool à regarder. Et puis en même temps, nous, quand t'es un peu plus jeune, on se dit, au moins, on gratte la petite soirée jusqu'à minuit et demi, 1h devant la télé. Donc, tranquille. Mais ça a toujours été un truc qu'on a regardé et qu'on apprécie regarder. Et même moi, quand je suis rentré dans la profession, j'ai toujours continué à regarder parce qu'en fait, je trouve ça vraiment chouette. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que dans la profession, il y en a beaucoup qui renient un peu cette émission, qui sont en mode ouais, nous on regarde pas. Alors qu'en vrai, c'est des mythos, ils regardent tous. Hein. Bien sûr. J'ai l'impression que c'est devenu une vraie institution. Avant, c'était une émission de télé-réalité qui avait peut-être des critiques dans le milieu, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie institution. Ah bah maintenant, c'est sûr, c'est devenu un réel concours culinaire. Tu vois, c'est pas juste un truc un peu rigolo à la téloche. C'est vraiment c'est assez respecté en fait dans le milieu pour ceux qui y sont passés parce que en fait les gens voient que c'est pris au sérieux, que les mecs sont là pour se la donner et que c'est pas juste on est là pour amuser la galerie, quoi. Ouais, c'est un vrai concours avec des professionnels et notamment il y a des coachs, il y a les jurys, les chefs qui sont amenés sur le plateau, c'est incroyable. Ah bah les jurys ils sont incroyables. Déjà on a des chefs 3 étoiles donc forcément tu vois, tu touches le haut du panier de la gastronomie française. C'est fou. Et puis les chefs invités, enfin c'est un truc de ouf, hein, en vrai. Ah, t'as des chefs, moi jamais de la vie je pensais que j'allais les croiser, hein. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours quand t'as voulu te professionnaliser? Donc tu me disais que c'était à 15 ans, c'est ça? T'es rentré dans une école hôtelière? Bah du coup non, parce qu'ils m'ont refusé. Donc apprentissage. Donc là tu fais une semaine d'école par mois et le reste t'es en entreprise, donc à travailler. Et en fait je trouve ça trop bien, tu vois. Genre moi le premier, quand les jeunes me demandent s'ils ont envie de bosser en cuisine, qu'est-ce qu'ils font? Je dis mais il faut faire l'apprentissage, mais direct. En fait à 15 ans tu te retrouves à travailler avec des adultes. Donc naturellement, en fait, ça va te faire grandir beaucoup plus vite. Tu vas toucher ton petit salaire. Donc certes, c'est 380 balles, tu vois, quand tu as 15 ans.
Mais en fait, tu commences déjà à être dans la vie active et c'est ultra important parce qu'on te donne des responsabilités au travail à 15 ans. Ok. Contrairement aux jeunes qui passent par l'école hôtelière, eux, en fait, ils doivent attendre d'avoir fini leur cursus pour commencer à prendre des postes. Ok. C'est plus lent, en fait, comme formation. Et en fait, donc certes, c'est peut-être plus dur, hein, l'apprentissage, mais ça te fait grandir beaucoup plus vite et ça te fait avancer beaucoup plus vite dans la profession. D'accord. Tu sens qu'il y a une différence entre les deux types d'écoles ou finalement, ceux qui en sortent, les étudiants qui en sortent, ont le même niveau de compétence d'un point de vue de la cuisine? Non, il y a une réelle différence parce que entre la théorie et la pratique, il y a un fossé qui est monstrueux, surtout en cuisine parce que le coup de rush, c'est quelque chose. Donc quand on prend le coup de chaud du service, on n'est pas derrière un cahier à l'école. Bien sûr, ouais. Donc en fait, t'as beau connaître toutes les bases de la cuisine sur un livre, en fait, sur le moment, en fait, c'est juste du tac au tac, quoi. Faut savoir percuter et surtout gérer des problèmes qui sont pas écrits dans les livres. Bien sûr. Donc c'est juste une sauce qui a trop réduit à un instant ou j'en sais rien, un pescétarien qui vient d'arriver au restaurant, faut trouver une solution. Ouais. Là, c'est cuisine d'instant et d'instinct, tu vois. Ouais. Donc c'est maintenant, tu vois, faut savoir réagir et surtout pas paniquer. Et ça, c'est pas à l'école qu'on l'apprend, hein, c'est Bien au sûr. boulot. Hein. Donc c'est à force de bosser avec des mecs qui arrivent à te canaliser, à te faire réfléchir et à faire les bonnes actions le plus vite possible, quoi. Ok. Et du coup, la différence majeure, c'est que vous êtes plongé directement dans l'entreprise et que vous êtes soumis justement au stress de cette entreprise et notamment les rushs. Ah bah exactement. C'est notamment dans ces périodes-là, entre midi et 14h, que tu apprends Ah ouais, il faut être efficace et gérer le stress, et gérer le temps. Donc surtout aussi. À 15 ans, quand tu prends tout à la rigolade et que tu te fais défoncer parce que tu es en train de rigoler alors qu'il n'y a pas lieu de rigoler. Non, c'est sûr. Enfin, moi, j'étais avec un pote du coup dans mon premier resto et c'était un enfer parce que du coup, on se faisait tout le temps démonter parce que dès qu'il y en a un qui commençait à rigoler, l'autre se mettait à rigoler. Ouais. Et là, c'était fini et le chef, il nous prenait entre quatre yeux et on se faisait des marres dans la chambre froide. Donc du coup, alors c'est à 15 ans que tu as commencé à travailler. Tu es allé dans plusieurs restaurants, dans plusieurs villes. Comment ça s'est fait? Tu es resté en Normandie au début? Bah, au début, je suis resté en Normandie, donc j'ai fait mon CAP en 2 ans donc à l'île Enchantée avec Stéphane Jacques. Donc c'était un petit bistronomique, semi-gastro. Et après, j'ai fait du coup mon premier étoilé, donc Stéphane Carbone. Donc j'ai fait 2 ans en brevet professionnel, art de la cuisine. Donc toujours en apprentissage, pareil. Et au bout de ces 2 ans, il m'a embauché en tant que commis. Et au bout de 1 mois, je dis vas-y, Nick, c'est bon, je la connais, la baraque, je me barre, j'ai pas envie de rester là. Ouais. Et j'ai pris ma petite polo, et puis vas-y, feu. Je suis parti en Suisse. Et j'ai bossé chez Damien Germanier à Sion, donc c'est dans le Valais, c'est une étoile. Et là, très belle expérience parce que je suis arrivé en me disant ouais, moi je suis chef de partie. J'avais pas du tout les épaules d'un chef de partie. Hein. Je me suis fait démolir parce que on était 3 en cuisine, on avait une étoile et on faisait 45 ouverts midi soir. Franchement, c'était hardcore. Ouais. Le matin, j'arrivais, des fois, il y avait un cerf posé entier sur le plan de travail avec la peau et tout. T'es en mode ouais, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Puis le mec, il me disait t'as déjà fait? Je dis ouais. Je mettais un petit tuto YouTube sur le coin du poste, comme ça, puis je regardais, je dis ouais, allez, vas-y. Vraiment, c'était Raymond dans le fin fond de la Creuse qui t'apprend à dépecer un cerf. Ouais. J'étais là, ok, bon, alors comme ça, vas-y. Et au final, tu vois, ça l'a toujours fait. Mais tu vois, une année très compliquée. Et dans la foulée, il y a eu le Covid. Et au moment du Covid, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je rentre à la maison. La Normandie, ça me manque. L'air de la mer, ça me manquait de fou. Je suis parti à la Marine, donc à Barneville-Carteret. Donc il y avait une étoile à l'époque. C'était Cyril Boulet, le chef. Ouais. Donc j'ai fait 2 saisons avec lui, c'était incroyable. C'est un chef qui m'a vachement fait grandir, qui m'a fait surtout apprendre à gérer du coup les mecs en cuisine. Et ça, j'en avais besoin parce qu'avant, déjà me gérer moi, c'était compliqué. Ouais. Et lui, il m'a vachement canalisé sur tout ça. Il m'a beaucoup appris, même culinairement parlant. Ouais. C'était super. Et dans la foulée, j'ai mangé pour mon anniversaire à l'Auberge Sauvage. Okay. C'est un restaurant qui est à côté du Mont-Saint-Michel avec un potager. Le chef est autodidacte, ils sont que 2 dans le restaurant, c'est lui et sa femme. Et en fait, j'ai pris claque sur claque pendant le menu. Et je me suis juste dit, mais c'est exactement la cuisine qui m'excite, tu vois, ouais. C'est ce que je veux faire dans ma vie. Et eux, pendant tout le repas, ils me disaient, ouais, vas-y, passe-nous ton CV. Et au final, 3 semaines plus tard, j'ai embauché là-bas. Donc je suis revenu en fait le lendemain du resto, j'ai démissionné de mon taf. Je dis, ouais, c'est bon, je me barre dans 3 semaines, je commence là-bas. Et j'ai pris un poste de sous-chef là-bas. Et honnêtement, ça a été l'expérience qui a changé totalement ma vie, que ce soit en tant qu'homme et en tant que cuisinier. Parce que c'est des gens qui ont énormément de valeurs, qui font tout pour les défendre. Donc c'est eux, par exemple, tu vois, qui m'ont fait découvrir le vin nature. Et je leur en remercie parce que maintenant je suis incapable de boire du vin conventionnel. Qu'est-ce que c'est du vin nature? Et en fait, c'est tout simplement du vin où on fait pousser les vignes sans aucun traitement des sols. C'est juste nature peinture, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est tellement raccord avec la cuisine et le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Il faut éviter de faire trop de traitements, etc. Et c'est juste des choses simples. Et moi, je kiffe parce que des fois, tout déquille, ça sent le prout de cheval. Hein. Ouais. Vraiment. Mais à la fois, tu vois, c'est raccord avec une cuisine très brute et qui est là sur le produit. Mais tu vois, ces gens-là, ils m'ont vraiment fait grandir. Je suis arrivé là-bas en étant très protocolaire,
en disant vas-y, une sauce, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et eux, en fait, ils étaient vraiment en mode, mais genre, si la sauce, elle est meilleure tranchée, et que c'est pas beau, mais que c'est meilleur au goût, pourquoi on s'emmerderait à la faire jolie si c'est moins bon? Je suis en mode, c'est pas con, en fait. C'est vrai qu'à la base, le but, c'est que ça soit bon. Et lui, il m'a vraiment changé énormément de choses dans ma vie. Il m'a fait découvrir la cueillette sauvage et des plantes folles qu'il y avait dans son jardin. Donc c'était dingo, hein. Le matin, je partais avec ma petite fourche pour déterrer le topinambour, hein. Donc c'était un truc de ouf, hein. Tu dirais que c'est le restaurant et l'expérience professionnelle qui t'a le plus influencé? Ah, clairement, ouais. Qui t'a fait évoluer? Clairement, c'est celui qui m'a le plus influencé, et même encore à l'heure actuelle, hein. Moi, je parle d'eux très souvent, même dans Top Chef, j'ai essayé de parler un maximum d'eux. Malheureusement, c'est vachement coupé parce qu'ils ne peuvent pas promouvoir certains restaurants. Mais eux, Tom et Jess, ils m'ont fait grandir de fou, et c'est eux qui font la personne que je suis aujourd'hui, hein. Ouais. On dit souvent qu'un expert, pour devenir un expert, il va passer par 2 phases. La phase où il va apprendre les fondamentaux et la technique, et ensuite, une fois qu'il maîtrise ça, justement, il va pouvoir laisser aller sa créativité. Est-ce que toi, tu as ressenti justement ce passage entre je suis rigoureusement ce qu'on m'a appris à l'école, et maintenant je peux me permettre, parce que j'ai acquis de la compétence et de l'expérience, une dose de créativité et de sublimer mes plats de cette façon? Tu vois, ça, c'est venu assez tard. Parce que forcément, quand t'as pas un poste de chef, c'est pas toi qui vas décider ce que tu fais de A à Z dans une assiette. À l'auberge, j'avais la main mise quand même sur certains plats. Lui, forcément, c'est son restaurant, c'est sa cuisine, donc c'est lui qui va choisir les plats qu'il a envie de faire, hein. Ouais. Mais il me laissait quand même certaines fois la pâte à un certain assaisonnement, et vu qu'il y avait 0 recette chez lui, c'était vraiment que du freestyle, quoi. Ouais. C'était en mode, voilà, j'ai envie d'avoir cette texture-là, ce goût-là, une dose d'acidité, juste tu le fais comme tu le sens, mais vas-y, fais-le. Et en fait, ça fait énormément grandir, parce qu'en fait, tu te déconnectes de tout ce que tu as appris avant, Bien sûr. et sans forcément les oublier, hein, tu vois. Mais tu te dis, je vais essayer d'essayer autre chose et de le faire comme je le ressens moi et comme j'aurais envie de le faire. Bien sûr. En fait, tu te retrouves à faire des accords qui te ressemblent, et tu trouves une réelle personnalité qui t'est propre, et t'es plus en fait caché derrière la cuisine d'un chef, quoi. Est-ce que la cuisine d'un chef est si différente d'une bonne cuisine familiale qu'on peut faire le soir en famille? Non, il y a vraiment des différences? Parce que l'idée est la même, c'est de se régaler et de passer un bon moment, tu vois. Après, forcément, quand on est dans un restaurant étoilé, ce qu'on attend, c'est d'avoir une expérience totale. Donc, quand on est sur des menus à rallonge avec entre 7 et 10 plats, faut qu'il y ait une histoire en fait à raconter sur l'ensemble du menu. C'est pas juste faire un bon plat copieux et qui est très bon, c'est vraiment d'avoir une histoire à raconter. Bien sûr. Tu ne mets pas en fait les plats au pif dans un ordre random. C'est vraiment qu'il y ait un sismographe, tu vois. Ouais. C'est que tu aies des variations d'acidité et d'amertume selon les plats, de fraîcheur. Bien sûr. Et à un moment donné, un petit plat un peu coquin qui vient trop de se faire saliver, de faire continuer en fait ton menu. Et je trouve que ça, c'est la seule différence que tu as avec la maison, où les 3/4 du temps, tu fais au max entrée, plat, dessert, tu vois. Et encore, maintenant, ça se perd énormément, à part si on va manger chez les grands-parents, où là, on a toujours entrée, plat, dessert. Mais nous, au quotidien, on le voit bien, tout le monde se fait juste une grosse assiette. C'est juste pour se dégommer, quoi. Bien sûr. T'es là pour te dégommer et avoir une assiette de la pâtes panse avec remplie. Voilà. Et tu mets du gras, quoi. C'est de la cuisine à la crème. Trop bien. J'entends souvent les chefs dire il a mis sa personnalité dans ce plat. Comment cette notion de personnalité pourrait se décrire? Comment ça s'illustre selon toi? Je pense qu'il faut juste essayer de se dire je fais un truc qui me ferait plaisir si on m'amenait l'assiette et qui me procurerait une émotion. Donc c'est tout simple, c'est juste qu'il faut faire un truc qui a du sens pour nous et pas pour les autres. Ouais. Donc il faut toujours cuisiner pour soi. Ça paraît archi égoïste parce que c'est totalement à l'inverse de la cuisine où on est là pour partager. Mais si tu cuisines pas pour toi, en fait, les gens ils le ressentiront. Ouais. Genre si c'est fait pour faire plaisir aux autres, ça marche pas. Okay. En fait, si tu te fais déjà plaisir à toi-même, c'est sûr que l'émotion va se retransmettre dans l'assiette. Ouais. Donc il faut que ça te rappelle un souvenir, un goût de ton enfance, ou alors que c'est un produit que toi tu kiffes de travailler d'une certaine façon et que c'est juste un produit que t'aimes, tu vois. Genre moi, typiquement, il y a des produits, je suis incapable de les manger. Jamais de la vie, je vais utiliser, tu vois, genre l'endive, typiquement, je déteste ça, je suis à 2 doigts de vomir, tu vois, si je mange une endive. Concombre aussi? Non, concombre, ça va, moi. Ouais. Concombre, ça va. Mais l'endive, ça passe pas du tout. Ouais. Et genre, typiquement, tu vois, c'est juste ça, en fait, faut se faire plaisir dans l'assiette et l'émotion passe naturellement, tu vois. Je suis sûr que si tu prenais une endive et que tu la transformais dans un plat, t'arriverais à faire de cet aliment quelque chose que tu pourrais manger. Tu vois, je sais même pas parce que je le prendrais tellement pas à cœur.
sais, je serais tellement en mode putain, vas-y, ça me fait chier de travailler ça. Ouais. Genre, si tu mets pas de cœur dans ce que tu fais, ça passe pas. Et faut pouvoir mettre de l'envie. Et vraiment, tu me files dans le vue, je suis en mode, bah, vas-y, non, flemme. Non, Donne-moi autre chose. Il y a tellement de légumes, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Sur un autre. Et la courgette aussi. Et bah, la courgette, tu vois, c'est ce que j'ai raconté plusieurs fois. C'est que moi, j'adore la courgette, hein, mais juste au mois de juillet-août. Ouais. Genre, au mois de Ouais, juillet-août, une courgette, c'est un intérêt, c'est très bon, c'est goûtu. Alors que bah, là, pour le coup, les tournages de Top Chef, c'est octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre, il n'y a pas de courgettes. Ouais. Les courgettes qu'on a, c'est dégueulasse. Hein. C'est que de la flotte, tu la manges crue, ça n'a pas de goût. Non. Tu la fais cuire, ça a un goût de flotte, c'est détrempé. Et bah, la magie du montage fait qu'on a l'impression que je déteste la courgette, alors je dis juste, je déteste la courgette au mois de novembre. Et en fait, moi, bah, en vrai, ça m'a fait rire, parce que du coup, on me voit tout bougon sur cette épreuve-là, et j'ai été bougon pendant tout le truc. Je regardais les autres à côté, je dis, ah ouais, il a un butternut, lui. Je dis, enfoiré. Putain, moi, on me file la courgette. Je dis, ah ouais, ça veut me faire aujourd'hui. Mais c'est facile la courgette parce que comme il y a un côté un petit peu, je vais dire sans goût, finalement, tu peux la travailler de plein de manières différentes. Bah, ce jour-là, ça paraît simple, mais au final, on n'avait pas d'autres ingrédients. C'était vraiment que la courgette et sel, poivre, épices. Basta. Okay. Je suis en mode, putain, mais sérieux, quoi, j'ai pas envie. Et en fait, quand t'as vraiment pas envie, tu vois, ce que je te raconte avec l'endive, bah, ça sort pas, quoi. Et du coup, tu sais, je lançais des préparations, je savais même pas pourquoi. Hein. Ouais. Je lançais des trucs. Je faisais des trucs parce que bah, on me demandait de faire des trucs. Donc je lançais des préparations sans savoir si j'allais m'en servir ou quoi. Et vraiment, je faisais que de souffler. J'étais au bord. J'étais au bord. Je me disais, putain, vivement que cette épreuve s'arrête. Je veux rentrer. Laissez-moi rentrer chez moi. C'était l'épreuve la plus difficile pour toi ? Je sais pas si ça a été la plus difficile, mais c'est celle où j'ai pris le moins de plaisir. Ouais. Honnêtement, j'ai pris 0 plaisir. Ah, je l'ai subi, mais de la première à la dernière minute. Hein. J'ai soulevé la cloche, j'ai dit, allez, super. C'est bon. Ouais, j'ai plein de questions sur Top Chef, on va y venir, mais pour comprendre, qu'est-ce qui t'a amené à postuler chez Top Chef ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé ? Eh bah, pas du tout. En gros, ils m'ont appelé, eux, déjà il y a 3 ans. Donc à l'époque où je travaillais à la marine dans le Une Étoile, ils avaient appelé mon chef. Ils ont dit, est-ce que t'as un gars qui serait bien pour Top Chef ? Et il a dit, bah, direct, Charlie. Ouais. Et je vous l'envoie. Donc j'avais fait les premiers castings visio. Et après ça, ils m'ont pas rappelé, tu vois. Et j'ai envie de dire presque tant mieux, tu vois. Et cette année, du coup, je démissionne de chez David Toutain, donc c'est 2 étoiles et une étoile verte à Paris. Okay. Et le lendemain matin, j'étais vraiment dans mon lit avachi et je vois une story qui passe, du coup, de la casteuse qui m'avait appelé il y a 3 ans de ça, en mode, ouais, dernier jour d'inscription pour Top Chef. Je dis, bon, vas-y, de toute façon, j'ai rien à faire, et la semaine après, au pire, il m'appelle pour faire le casting, ça va m'occuper, quoi. Ouais. Donc vraiment, je suis envoyé mon dossier, mais à l'arrache, j'ai fait lettre de motivation sur ChatGPT, des photos éclatées au sol. Vraiment, j'ai fait ça, mais à l'arrache. Et ils m'ont appelé 1 heure après. J'ai fait casting audio, casting visio dans la journée. Et 2 semaines après, je partais au culinaire faire la cuisine là-bas. Et bah, ça s'est fait comme ça, tu vois. Et postuler, ça consiste en quoi ? Donc tu fais ta lettre de motivation, tu envoies des photos de tes plats ? C'est ça, en fait. Tu envoies donc, ton CV, la photo de tes plats, une lettre de motivation, une photo de toi en portrait et en pied, et basta. Ouais. Et après, en fait, c'est plus au moment où ils vont faire le visio avec toi, ils se rendent compte de comment tu es à l'aise en fait, à discuter, à parler, juste savoir si bah, tu as des choses à dire. Ouais. Et des choses à revendiquer, et puis après, bah, c'est. Mais à quel moment ils se rendent compte de la technicité, de ton expertise justement dans la cuisine ? Et bah ça, justement, on vient faire des testings culinaires sur Paris, où là, on fait 2 épreuves. Donc il y a une épreuve où on a 1 heure, c'est à nous de ramener notre matériel et notre nourriture. Okay. On fait un plat en fait qui nous ressemble. Donc okay. On a 1 heure pour le faire. Il y a des caméras qui passent juste 15 minutes, donc c'est très peu, tu vois, pour nous filmer et faire en fait un peu comme les conditions du jour J. Ouais. Et après, on a une autre épreuve qui dure 40 minutes où là, on nous donne un bac gastro avec plein d'ingrédients et c'est vas-y, débrouille-toi. Okay. Et ça, c'est trop bien. Genre, même à ce moment-là, je me suis dit, mais même si je suis pas pris, c'était trop cool parce que tu te fais juger par un meilleur ouvrier de France et un critique. Trop bien. Et en fait, tu passes un bête de moment, tu rencontres plein de gens. Typiquement, bah, j'ai fait un 4 mains là, il y a quelques semaines à Bordeaux. Et en fait, le chef de Bordeaux, c'est un mec avec qui j'ai fait les castings. Okay. Donc, lui, il n'avait pas été pris, on était resté en contact. Et au final, tu fais des rencontres, même grâce au casting, et je trouve ça incroyable. Vous êtes combien lorsque vous arrivez à Paris ? Combien de candidats en tout ? On est une tripotée, hein. On doit être, je sais pas, entre 2 et 3 000. 3 000. Et au final, il en reste 14 derrière. Qui ont entre 20 et 35 ans ? Et bah, cette année, c'était entre 21 et 35. Okay. Donc, je crois qu'il y a une limite d'âge, je pourrais pas te dire, mais c'est entre 37 et 40 ans, je crois. Donc, ça, c'est vraiment l'âge limite pour faire Top Chef. Mais bah, cette année, on était assez jeunes, tu vois, sur la promo. Ça tourne, la moyenne d'âge, elle doit être à 26 ans, un truc comme ça. Donc, ce qui est relativement jeune, tu vois, comparé à certaines saisons. Ouais. Mais on se rend compte qu'avec le temps, il y a de plus en plus de jeunes qui se la donnent très tôt et qui commencent du coup très jeunes, même avant même de commencer l'apprentissage, qui commencent déjà à essayer d'acquérir des techniques et tout. Et au final, quand ils arrivent dans le bain professionnel, ils ont déjà une avance par rapport à il y a 10 ans en arrière, les jeunes qui commençaient, quoi.
Ok. Puis les mecs, ils ont la dalle. Hein. Ouais, bien Vraiment, sûr. ils ont la dalle. Est-ce que toi, t'avais la dalle? Est-ce que tu y allais en mode j'y vais au talent, bac de philosophie, ou tu y allais en mode je me prépare parce que je veux performer dans cette émission? Ah non, pas du tout. Hein. Mais je suis allé comme ça. Je dis de toute façon, c'est pas dans mes programmes de faire Top Chef, donc je suis juste là pour m'amuser. Donc vraiment, je suis allé freestyle. Okay. Je suis quand même arrivé, tu vois, avec l'envie de faire un plat correct, hein, tu vois, ça... Parce que je me suis dit, je cherche quand même des mecs en face de moi, je n'ai pas envie de passer pour un bolos. Donc, tu vois, je suis arrivé en me disant, je vais faire un truc cool. Je suis quand même débarqué à Paris avec une cocotte minute, un barbecue japonais et toute ma cam, deux grosses valises, vraiment chargées comme un buffle. Juste, j'avais oublié de prendre des cuillères. Et j'étais en mode, putain, il n'y a pas de cuillère là. Et je goûtais avec des vieilles louches qui étaient tordues, qui traînaient dans la cuisine. Donc, j'étais là à goûter mes bouillons comme ça, mais vraiment en mode à la rage de fou. Et eux, en fait, ça les a fait rire, que je n'avais rien à secouer. Et ils se rendaient bien compte que j'étais vraiment là en détente. Et je pense qu'ils se sont juste dit, mais en fait, lui, il s'en bat les reins. Ouais. Est-ce que tu te décrirais comme étant naturellement talentueux ou c'est quelque chose que tu as réussi à développer de par tes expériences? Talentueux, je dirais pas. Après, moi, en soi, tu vois, je réutilise des techniques que j'ai appris pendant ces 10 dernières années. Et après, j'amène juste, moi, ce que j'ai envie de retransmettre, que ce soit en message ou en termes de goût. Je me fais kiffer, moi, tu vois, je me pose pas 36 questions, je suis juste en mode, bah, de toute façon, chill, hein, je sais faire à manger, j'ai appris depuis 10 ans. Maintenant, c'est juste avec toutes les armes qu'on m'a données dans tous les boulots où j'ai bossé, maintenant, bah, juste fais un truc qui te ressemble et qui te fait kiffer, quoi. Donc, tu vas à Paris, tu passes le concours, et là, on te rappelle en disant tu as été sélectionné pour intégrer l'émission Top Chef. C'est long, hein. La réponse, elle est très longue, parce que du coup, les castings, c'est début juin. Et on m'a rappelé en septembre. Okay. Et en fait, je sais pas pourquoi, fin des castings, tu vois, je sais pas pourquoi je le sens bien. Ouais. Je dis en vrai, c'est bien passé, j'ai eu du super retour. Je dis, je vais pas aller m'engager dans un poste en cuisine. Du coup, je suis allé bosser pendant 2 mois dans le bâtiment. J'ai fait du carrelage, du nettoyage de toiture, du ravalement de façade. Ouais. Vraiment, c'était lunaire. Donc j'ai bossé pendant 2 mois, donc juillet-août dans le bâtiment, en me disant, bon, j'attends la réponse. Et au mois de septembre, ils m'ont rappelé et vas-y, feu, hein. C'est parti. Hein. Très bien. Et j'étais là, j'étais trop heureux. Je dis, bon, bah, c'est bon, j'ai eu le nez fin. Ça passe. Ça a été quoi la réaction de tes parents quand tu leur as annoncé ça? Parce que moi, j'ai tout fait en scred. Hein. Vraiment, faut savoir. Tu leur avais pas dit? Les castings et tout, j'avais rien dit. Pourquoi? Je dis, vas-y, je garde la surprise. Moi, ça va être marrant. Et même des tantes et tout, avec qui je suis très proche, j'aurais même pas dit que je faisais les tournages de Top Chef. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai gardé le secret. Je me suis dit, en vrai, la surprise, ça sera trop drôle. Ils vont me voir à la télé, ils vont péter un câble. Sans que je leur dise rien avant, ils vont zapper sur M6, ils vont voir ma gueule passer. Ils vont voir, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et ouais, mes parents, bah, ils étaient trop heureux. Hein. Ils étaient beaucoup trop heureux. Et genre, ça fait trop plaisir en fait de les rendre fiers à ce point-là. Et à la fois, tu te dis, bon, par contre, faut pas finir dernier, quoi. C'était le seul truc, tu vois. C'est le seul truc que je me suis dit, je veux pas être dernier. Je m'en fous du classement, je veux juste pas être dernier. Ouais. Si je suis avant-dernier, ça me bat. Parce qu'il y avait donc les 2-3 000 candidats. Ensuite, la sélection était la sélection finale. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, la sélection finale, on est 14. Et bah, cette année, ils avaient prévu, tous les ans, ils prévoient un joker. Ouais. Cette année, le joker, du coup, a servi parce que bah, Noé a dû partir. Donc, c'était Ilan. Ouais. Et donc, ils l'ont fait rentrer dans la compétition. Et c'est la première fois en 16 saisons, tu vois, que c'est arrivé. Okay. Donc, ils font bien de prendre un joker, visiblement. Lorsque tu es arrivé dans Top Chef, moi j'imagine que tu as vu tout l'envers du décor, hein, les équipes de production, les caméras, les microphones, la mise en scène. Hein, j'imagine qu'il y en a énormément. Est-ce que tu t'attendais justement à autant de mise en scène Il n'y a pas tant de mise en scène, tu vois, parce que tout est filmé d'une traite. Les épreuves sont jamais coupées, genre c'est en one shot. Les seules mises en scène, tu vois, qu'on pourrait appeler ça, c'est des journées où on revient en fait sur le plateau de tournage pour filmer des choses pour faire les génériques, où on est là à faire du air cuisine, donc on fait semblant, on fait sauter vraiment 3 cacahuètes dans une poêle, on fait bouillir de l'eau devant nous, on fait des allers-retours avec un bac gastro dans les mains, et basta. Mais en fait, ces journées-là, elles sont trop drôles, parce qu'on est tous là en détente, et puis on est tous là en train de se foutre de la gueule de l'autre qui est en train de se faire filmer. Ouais. Donc franchement, ces journées-là, nous, c'est une garderie. Hein. Faut nous gérer, parce qu'on est tous en train de faire des dingueries. Genre, tu vois, t'es censé faire semblant de faire à manger, mais tes mains sont pas filmées, donc on était tous en train de faire des conneries. On avait tous pris du daikon, donc je sais pas si tu vois ce que c'est le gros navet blanc, et on a fait tous un salon en fait en daikon. Donc on a taillé des petites chaises, une petite table basse, une petite télé, un petit chien, un petit tapis. Et on avait vraiment fait une grosse maquette en daikon, et c'est le seul truc qu'on a fait de notre journée. Et tu te dis, mais en fait, on a été ramené pour faire ça, on est payé à faire ça, et tu te dis, mais c'est lunaire, quoi. Est-ce qu'entre le moment où on t'a dit tu es accepté chez Top Chef et le moment où ça a commencé à tourner, tu t'es surpréparé? Est-ce que tu t'es préparé? Ouais, non. T'as étudié de plus de techniques, de théorie? Non, le seul truc, tu vois, que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon,
faut arriver en détente. Donc juste profite. Donc pendant 2 semaines, vraiment, j'ai kiffé, moi. Okay. J'ai fait la fête, je suis allé en cueillette, j'ai fait du sport. Je me suis fait kiffer pendant 2 semaines. Je me suis dit, vas-y, comme ça, j'arrive, je suis détente. Ok. Je suis au moins, j'arrive en détente, tu vois, je serais pas stressé. Et en fait, le jour J, moi, je suis arrivé beaucoup trop en détente. Beaucoup trop en détente. Donc ça m'a valu de me péter la gueule, tu vois, sur la première épreuve. Bon, il y a eu quelques petits soucis techniques sur l'épreuve, mais en fait, tu te rends compte de la réalité de Top Chef dès la première épreuve, c'est que t'as pas le temps. Vraiment, t'as jamais le temps parce que t'as un journaliste qui est là de la première à la dernière seconde avec toi et qui te lâche pas la grappe. Vraiment, c'est qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, vas-y, lève la tête, regarde-moi, dis-moi à quoi ça te fait penser. T'es là, tu peux me laisser tranquille là, je peux bosser. Donc en fait, toutes les 2 secondes, on te quémande une interaction, tu vois. Parce que t'es obligé de retransmettre ce que tu penses, ce que tu ressens, pourquoi tu fais ça, explique-nous c'est quoi ta façon de faire ça, ta petite astuce. Et en fait, ça prend énormément de temps. Et au début, tu te dis, vas-y, j'ai 1h30 sur l'épreuve. Dans ta tête, tu te dis, je prévois 1h30, tu vois. Mais en fait, t'as 1 heure. Bien sûr. Concrètement, t'as 1 heure, tu vois, devant toi. Parce qu'on te demande toujours de parler et ça prend énormément de temps par rapport au quotidien où vraiment tu mets les œillères et tu tabasses, tu vois. Je te parlais de mise en scène parce que ça m'est déjà arrivé de participer à une émission de télé-réalité, notamment aux États-Unis, le type Qui veut être mon associé. Et en fait, de ce que je me souviens, c'est que la prod, elle va coacher les jurés et coacher aussi le candidat pour qu'il y ait des réactions, pour qu'il y ait quelque chose un petit peu de spectaculaire à la caméra. Est-ce que il y avait, parce qu'on peut voir Philippe Etchebest ou Paul Perret qui peut parfois un peu s'énerver, se frustrer, est-ce que ce sont des réactions qui sont naturelles ou il y a l'équipe de prod qui demande justement, soit à vous, soit au coach, de faire une certaine mise en scène? Ah non, pour le coup, s'il s'énerve, c'est qu'il s'énerve vraiment, tu vois. Il y a une épreuve où on était avec Esteban en duo. Ah, on s'est pris une chasse par Perret, vraiment, ça fumait. Je me souviens. Oui, chef. Je me souviens. Vraiment, on s'est fait éclater. Mais en fait, les sursauts d'émotion, ils viennent assez naturellement. Enfin, surtout par nous, candidats. Parce qu'en vrai, il y a quand même une certaine pression, tu vois, qui s'installe. Et comme je te le dis, tu vois, t'as pas le temps. Donc, t'es toujours dans le vif. Tu fais tout un peu à l'arrache, parce que c'est du one-shot. C'est des plats que tu fais un peu en freestyle. Donc, il y a forcément des choses qui se passent mal, qui se passent... des fois un peu mieux, et en fait quand t'es content, t'es trop content que ça marche, et quand ça marche pas, du coup t'as les boules, parce que pour se retourner, t'as pas 3 heures devant toi, et émotionnellement en fait ça fait énormément de variations, surtout que tu passes énormément de temps à attendre en fait sur Top Chef, parce que il y a le temps que le plateau se mette en place, que ça soit le moment où on nous annonce l'épreuve. Avec Stéphane Rothenberg, il va se passer 20 minutes avant le début de l'épreuve. Donc, ce moment-là, vraiment, tu te chies dessus. T'écoutes plus personne, tu réfléchis juste à ce que tu pourrais faire. Et c'est les 20 minutes où, normalement, c'est le brief off, où on te réexplique l'épreuve, personne n'écoute. Alors, tout le monde bon, alors, je vais faire ça, ça, ça. Vraiment, on est tous dans notre bulle. Et ces moments-là, tu accumules vachement de stress. Et forcément, au moment où c'est parti, là, tes émotions sont décuplées. Absolument. Parce que du coup, t'es à 3000%, tu cours partout. Et t'as qu'une envie, c'est que ça marche. Je me suis toujours posé la question par rapport aux défis qu'on vous donne, parce que ça paraît parfois vraiment très spontané. C'est le défi qu'on vous donne, et vous devez le sublimer, vous devez livrer quelque chose. Est-ce que vous vous préparez en avance? Est-ce que c'est le défi, on vous le donne par exemple la veille, et vous avez toute la nuit et la matinée pour y réfléchir, ou c'est vraiment quelque chose qu'on vous donne spontanément, et vous devez être en capacité d'être vif et de délivrer quelque chose? En fait, 99% des épreuves, on les apprend le jour J. Il y a eu une épreuve cette année où ils ont dû nous la donner à l'avance. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, mais ils ont dû leur donner à l'avance. Parce qu'en fait, eux, ils ont besoin de prévoir énormément de matos. Et surtout que c'est une épreuve qui est là pour casser les codes. Du coup, c'est l'épreuve de la semaine dernière, à l'heure actuelle. Et eux, ils ont besoin en fait, de prévoir du matos, de prévoir certaines mises en scène selon ce que les candidats ont envie de faire. Parce que c'est des épreuves qui poussent énormément la créativité. Et ce n'est pas juste une question d'ingrédients, là. C'est une question de plein de choses. Tu vois, on pourrait demander 1001 choses, j'en sais rien, tu vois, une fusée... je ne sais quoi, tu vois. Et en fait, ils n'ont pas envie de bloquer la créativité pour ce truc-là. Donc, la veille pour le lendemain, ils leur ont annoncé l'épreuve. Ils ont dit, voilà, l'épreuve de demain, c'est ça. Maintenant, sortez un truc, quoi. C'est comme l'histoire du chewing-gum posé sous la table. Exactement. C'est ça. Le chewing-gum de Greg. Il se faisait des petits testings de chewing-gum dans sa chambre d'hôtel. Vraiment, fou rire. C'était magnifique. On a adoré cette épreuve. C'était trop marrant. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont particulièrement marqué? En vrai, sur la saison globale, c'est ultra marquant parce qu'on vit tous une aventure folle. Après, le premier jour, on arrive tous à l'hôtel et qu'on se retrouve tous un peu comme ça, tu vois. C'est assez lunaire parce que moi, déjà, je suis arrivé un peu à la bourre.
Et je savais pas si c'était des candidats ou des gens de la prod. Vraiment, je suis rentré dans la salle en mode hello. Et tu vois, je me suis assis. Bah, moi, il y avait Kylian, on se connaissait déjà avant. Parce qu'on avait travaillé avec du coup, Cyril Boulet, le chef de la marine, qui lui était parti à Chambéry après. Il avait bossé avec Kylian. Donc on s'était déjà rencontrés. Donc bah, nous, naturellement, on est partis causer ensemble. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que des candidats. Et du coup, tu te retrouves qu'avec des gens qui parlent le même langage que toi. Ouais. Et en fait, c'est un moment qui est assez ouf, c'est que personne se connaît. Mais en fait, la discussion, elle se fait tellement naturellement parce que Bien sûr. on parle tous de la même chose, on kiffe tous la même chose. Absolument. On est tous là pour vivre une expérience de fou. Et cette année, on a eu la chance, c'est que personne n'était là en mode méga compète. Je veux tout déchirer, à part mon petit Greg. Vraiment, Greg, lui, il est venu, il avait la dalle. Ouais. Il nous a regardé, il fait ouais, moi, je veux pas me faire de potes. Alors qu'au final, tu vois, c'est le seul. Derrière, il a dit putain, mais je suis trop heureux de vous avoir rencontré. Et tu vois, c'est un amour. Enfin, Greg, moi, c'est mon frérot. C'est celui avec qui je me suis le mieux entendu dans cette saison. Et en fait, il s'est retrouvé à se dire que c'était pas juste un concours culinaire, c'est que tu fais des rencontres qui sont incroyables. Une aventure humaine, tu fais des... C'est vraiment l'aventure humaine, tu vois, qui ressort. Genre, les rencontres, elles sont exceptionnelles parce que, tu vois, c'est des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés hors tout ça, tu vois, genre Charles et Philippine. Ouais. Moi, c'est mes darons, hein. Genre janvier, février, j'ai vécu chez eux. Ah ouais. J'avais ma petite pile de linge dans ma chambre. Le matin, j'allais en mise en place avec eux. Exactement. Et tu vois, on se serait jamais rencontrés sans Top Chef parce qu'on a 10 ans d'écart. Eux, ils vivent à Paris, moi, je vis en Normandie. Il n'y aurait eu aucune chance qu'on se rencontre. Ouais. Et au final, on passe tellement de temps ensemble et on a tissé des liens de fou. Hein. Et sans l'émission, on n'aurait jamais eu ça. Et moi, c'est vraiment le truc que je retiens le plus, tu vois, de toute cette aventure. Et là, 7 mois après, c'est des relations que vous entretenez encore? Ah bah, c'est des relations qu'on entretient encore. Hein. Bah, tu vois, encore hier soir, je mangeais avec Greg au resto. On a passé la journée ensemble. La semaine dernière, j'étais en 4 mains avec Esteban. Donc on fait toujours en sorte de passer du temps ensemble. Donc certes, on a tous maintenant des événements, des restaurants à gérer, donc ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Et même dans tout ça, on arrive à passer du temps ensemble ou alors passer des coups de fil. Et en vrai, c'est trop cool, tu vois. Comment s'est passée la rencontre avec les coachs? La rencontre avec les coachs, moi je pensais que je serais plus dans le stress que ça au final. Genre tu sais, tu te dis bon, vas-y, c'est des mecs que tu vois depuis des années à la télé, ça se trouve, ils vont arriver, je vais pas emmener large. Ouais. Mais en fait, ça va, tu vois. Genre, ils sont humains, chill, cool, tu vois. Ouais. Ils sont là, ils sont tout jovial, ils sont autant contents que toi d'être là, donc en fait, ça se fait ultra naturellement, et puis ils sont tellement gentils, tu vois. Ouais. Enfin, ils sont pas là pour se prendre le chou. Hein. Donc c'est vraiment un trop bon moment, et en même temps, tu sais, t'as des étoiles dans les yeux, tu vois. Enfin, c'est comme si t'avais, j'en sais rien, moi, CR7 à côté de toi, tu vois, pour nous cuisiniers, tu vois. T'as Paul Perret qui a 3 étoiles. Vraiment, c'est Cristiano Ronaldo. Hein. Ouais. Alors, le mec, il a tout pété dans sa carrière. Donc toi, tu peux être que émerveillé d'avoir des mecs à côté de toi comme ça. Et en plus de ça, bah, quand t'es avec eux dans la brigade, que tu puisses échanger un peu sur ta façon de cuisiner et tout, parce qu'on a tous des façons différentes d'apprêter des sujets. Et la preuve, c'est qu'on a tous ce même sujet sur une épreuve. Il n'y en a pas un qui fait pareil. Et on a tous des façons différentes de cuire certaines choses et tout. Et en fait, l'échange qu'on a avec ces chefs-là est exceptionnel. Comment était ta relation avec Paul Perret? Bah, elle était comme je la voulais. Vraiment chill, en détente, où il me faisait faire un peu ce que je voulais. Ouais. Il s'est jamais trop mis en travers de mes idées. Juste, il me mettait un peu les warnings, tu vois, sur les trucs qui allaient mal se passer pour lui. Il y a des fois où je l'ai pas écouté. Genre le trompe-l'œil. Typiquement, le trompe-l'œil, c'était la catastrophe. Ouais. J'étais en mode, mais non, ça va marcher, chef, je vous jure. C'est sûr, ça va congeler, je le démoule comme ça. Je vais faire glaçage au chocolat, laser. Bah, au final, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, bah, c'est mort. Et cette épreuve-là, je crois que j'ai jamais autant rigolé que sur cette épreuve-là. Parce que quand tu sens l'épreuve qui t'échappe des mains, tu peux plus rien faire. Et genre, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et là, bah, mais nous, c'était à mourir de rire. Le caméraman a dû poser quand même la caméra parce qu'il rigolait trop et du coup, ça faisait bouger l'écran. Ouais. Mais c'était à pleurer de rire. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était de la merde, moi, je me suis dit, vas-y, c'est bon, de toute façon, on va en rigoler. Je vais pas pleurer parce que j'ai loupé un plat, tu vois. Et tu sais que t'as des épreuves derrière pour te rattraper, donc bon, tu vois, tu paniques pas, mais c'est trop drôle, tu vois. Ce que j'aime bien dans la relation que vous avez avec les coachs, c'est qu'ils sont pas juste là pour juger vos plats, mais on a l'impression d'avoir un binôme. C'est ça. Finalement, qui veut gagner un concours. Ah bah eux, ils sont là pour le gagner, hein. Vraiment. Ouais. Ils ont pas envie de perdre. Quand on voit Philippe Etchebest s'énerver, se frustrer justement parce qu'il a... Exactement. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent des bons taquets des fois, parce que eux, ils sont là aussi pour gagner, tu vois. Ils ont envie d'aller au bout et de pouvoir, bah, du coup, battre leurs potes. Donc c'est cool, parce qu'en fait, c'est taquin entre eux, tu vois. Ouais. Donc c'est... vas-y, c'est quoi? Mais c'est de la merde ce qu'il fait ton commis là. Tu vois, ah ouais, tu fais ça toi. Et même nous, tu vois, entre candidats, genre avec Greg ou Esteban, des fois, tu sais, on voit ça à côté de l'autre, on se dit, ah, tu fais ça toi. Pas ouf. Et tu vois, on aimait trop se mettre des petits taquets comme ça pendant des épreuves. Mais en vrai, c'est trop drôle. Ça a pas été tant monté que ça, je crois. Non. Mais nous, on se taquinait de ouf. Tu sais, tu passais derrière, hop, on se faisait une petite pichenette, un petit chabit. Et vraiment, nous, on se fondait la gueule. Hein. On disait, putain, fais gaffe. Je
crois que c'est dégueulasse ton truc là. Et en fait, cette année, il y a tellement eu une détente de tous les candidats que c'était trop cool. Tu vois. Nous, c'était une colo de vacances. Hein. Ouais. On s'est trop marré. Alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres saisons où les mecs qui étaient là, c'était la gagne, tu vois. Ouais. Genre, ça se décrochait pas un mot sur les plateaux. Ouais, en mode passesse, quoi. Ah ouais. Ah, nous, c'était la rigolade. Hein. Et tu sais, des fois, ils en jouent, ils sont en mode vas-y, dis que tu vas tout gagner aujourd'hui. T'es en mode ouais, mais je le pense pas. Je le pense pas, donc je vais pas le dire. T'as eu des moments de doute, justement, pour rebondir par rapport à ça, des épreuves, tu nous parlais de l'épreuve de la courgette, des moments où tu t'es dit waouh, là, je sais pas quoi faire. Je sens que je vais merder. Ah bah, des moments de doute, déjà, dès la première épreuve. Hein. Tu vois, dès la première épreuve sur le coup de canard, je me suis dit, ça y est, mon pire cauchemar est arrivé, je vais sortir en premier. Ça y est, je rentre à la maison, je vais même pas avoir fait 2 jours sur Paris. Donc, tu vois, à ce moment-là, vraiment, il y a des vidéos de moi où on attend le verdict. Je suis blanc comme un cachet d'aspirine. Hein. Je suis pas bien, je suis au bord. Ouais. Je suis en mode, putain, mais ça y est, c'est fini. J'ai tout foiré. Donc, au moment où ils annoncent qu'il y en a un qui a été choisi par 2 mecs en plus, je suis en mode, bon, déjà, c'est pas moi. Et là, ils annoncent Charlie, je suis en mode, quoi? Je dis, moi, c'est une blague. Et vraiment, c'était la libération. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, vas-y, roue libre. Hein. Genre, après, c'est que ça se déroule et c'est que du bonus. Hein. Pendant les épreuves, on voit le coach qui est là derrière toi, mais par intermittence. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de rester pendant toute ta cuisine derrière toi. Exactement. Il a le droit à 2 passages. Donc, en fait, il passe 2 fois. Donc, c'est au début de l'épreuve où toi, tu es là pour lui briefer un peu ton idée de plat, de telle et telle préparation. Donc, comme ça, lui, il peut te mettre en warning sur tiens, fais gaffe, ça va peut-être manquer un peu d'acidité, un peu de ci, un peu de ça. Ouais. Ou alors, il va te dire très bien, vas-y, fonce, tu vois, j'y crois. Et deuxième passage, il revient, là, il est là pour goûter. Hein. Okay. Vraiment, là, faut prouver. Ouais. T'arrives avec tes cuillères, tu fais chef, je peux vous faire goûter ça. Donc, s'il te fait des. Tu fais oh, la galère. Ils y vont pas dans la dentelle. Ah non. S'ils doivent te dire quelque chose, ils te le disent. Ouais, s'ils te le disent, ils disent non, pas ouf, tu vois. Si c'est de la merde, ils te le disent. Hein. Et en vrai, tant mieux, tu vois. Enfin, nous, on est là pour avoir une critique vraiment franche et pas qui marche sur des œufs, tu vois. Si c'est dégueulasse, vas-y, dis-le moi, tu vois. Bien sûr. Et le deuxième passage, en général, lui, il te met pas bien parce que il dit ouais, mais là, il te reste 8 minutes. T'as 8 minutes, ta sauce, elle est pas prête, tes légumes, ils sont pas cuits. Tu fais ouais, mais ça va le faire. Ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, surtout que, tu vois, moi, avec Perret, lui, il stressait plus que moi, tu vois. Donc, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui est stressé. Naturellement, il n'est pas stressé, hein, tu vois, c'est ce qu'il disait. Hein. Mais c'était toi qui le stressais. Pas, hein. Mais du coup, moi, je le stressais parce que j'étais pas stressé. Cool. Tu vois, j'étais en détente, je marchais des fois en mode ouais, vas-y, tranquille, ça va le faire. J'étais en mode vas-y, là, affole-toi. J'étais en mode non, mais ça va le faire, chef, vous inquiétez pas, j'y crois. Il y a eu des moments de tension entre vous deux? Non, ça va, en vrai. Des petits clashs? Tu vois, il l'a toujours dit, il faisait de l'anti-coaching avec moi. Parce que, en fait, à la fois, genre, il était OK avec ce que je faisais, mais juste, il était là en mode vas-y, fais gaffe. Ouais. Et il savait très bien que s'il me disait fais ci, fais ça, je le faisais pas. Donc, tu vois, je suis une grosse tête de mule, et c'est pour ça, tu vois, aussi que je m'étais dit que je voulais Paul Perret, parce que je savais que c'était un mec chill, et qu'il allait me laisser un peu faire ce que je voulais, tu vois. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la cuisine de Paul Perret? Et ben, tu vois, c'est vraiment, il a une simplicité, mais avec énormément de complexité dans ses assiettes. C'est un truc qui arrive, ça a l'air tout simple quand tu vois ses assiettes, et en fait, t'as un travail, mais monumental derrière. Ou alors, ça peut être un truc très simple avec très peu de technique, mais par contre, tu manges, tu fais ah le bâtard. Ouais. Tu fais ah le bâtard. Genre là, tu fais ah ouais, c'est comme ça. Et en fait, juste moi, c'est ce que je trouve ouf dans la cuisine, c'est que quand ça arrive, ça a l'air simple, et quand tu manges, tu te dis enfoiré. Ouais. Espèce d'enfoiré, là, c'est super bon. Tu avais déjà goûté à sa cuisine, visité l'un de ses restaurants? Non, je suis jamais allé chez lui. En Asie Parce que pour le coup, c'est pas la porte à côté. Ouais, hein. Non, c'est clair. Donc maintenant, en plus de ça, c'est fermé. Donc il a fermé au mois de mars, là. Donc maintenant, c'est fini, hein. On ne pourra plus jamais y aller. Hein. Donc ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est exceptionnel. Hein. Je crois qu'il a un concept de restaurant multisensoriel avec des murs, ça, enfin, des écrans sur lesquels il diffuse des... Et tout le monde est assis à la même table. Je crois qu'il y a quoi, 12 10 couverts, ouais. 10 couverts. C'était UV, donc son restaurant qu'il avait là-bas. Et en fait, on venait de chercher en centre-ville avec une voiture parce qu'il ne donnait pas l'adresse. Tu arrivais à l'intérieur et du coup, tu avais un son et lumière et odeur pendant le dîner. Tu vois. Et c'est le premier qui a fait ce truc-là. Maintenant, il y a énormément de restaurants qui ont ouvert comme ça dans le monde. Mais 17 ans en arrière, le mec, il a lancé ça, mais tout le monde le prenait pour un ouf. Un avant-gardiste, ouais. Et en fait, genre Paul Perret, il est arrivé il y a 17 ans avec un concept comme ça et une cuisine comme il a. Tu te dis, mais le mec, c'est un pur génie, quoi. Ouais. Genre, jamais personne lui arrivera à la cheville. Et tu vois, il a fermé son restaurant, là. Il avait 3 étoiles. Il a tout gagné, tu vois. Est-ce que tu vois des tendances, justement dans la cuisine, justement, tu vas avoir par exemple pour une dizaine d'années un focus sur ces restaurants multisensoriels, une dizaine d'années une cuisine plus du terroir. Est-ce que tu vois justement des tendances? Ouais, il y a énormément d'effets de mode en cuisine. Hein.
mais que ce soit en termes de choix de produits, de dressage, ou alors d'approche de la cuisine, tu vois. Il y avait quand même une époque où la fermentation, tout le monde en faisait à gogo, tu vois. Ouais. Et la cuisine moléculaire aussi. Cuisine moléculaire, pareil, tu vois. Enfin, en fait, il y a énormément de modes, comme dans tous les milieux. Hein. Et en fait, tu suis ton cours. Après, le but, c'est de trouver un truc qui te ressemble, toi, et de pas essayer de chercher à faire un truc qui est à la mode, tu vois. Et je pense que c'est là où tu arrives à trouver un truc qui te ressemble vraiment et que les gens sentent une réelle identité dans ta cuisine, c'est si tu fais un truc qui te ressemble à toi et que tu cherches pas à faire la petite tuile que tout le monde fait en ce moment ou la petite sauce que tout le monde fait en ce moment, tu vois. Parce que ces restaurants-là, il y en a énormément. Et en fait, tu vas manger dans ce resto-là, tu vas manger exactement la même sauce parce qu'il l'a pris sur le même site que tout le monde, tu vois, depuis 2 ans. Ouais. On parlera de ton restaurant, de ce que tu comptes faire, tes projets après Top Chef. Je voulais revenir aussi sur le tournage. À un moment donné, alors les jurys viennent, enfin les coachs viennent 2 fois au début pour vous briefer, ou en tout cas avoir écho de ce que vous allez préparer. La 2e fois pour goûter. Parfois, j'ai cru voir Philippe Etchebest qui prenait la spatule et qui commençait à cuisiner. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, les coachs? Est-ce qu'ils ont le droit de cuisiner à la place des candidats? Alors, à la base, ils n'ont pas le droit de toucher. Mais des fois, tu sais, c'est plus fort qu'eux. Tu sais, ils commencent à faire des trucs. Et là, ils se prennent une chasse par la prod. Dans le haut-parleur, c'est en mode « Philippe !» Et vraiment, ils se prennent une petite chasse, un petit taquet, tu vois. Ouais. Mais en fait, naturellement, eux, tu sais, ils ont envie de toucher. Tu sais, t'es derrière, t'es impuissant. Hein. Vraiment, t'es impuissant parce que tu vois ton gars faire un truc, tu peux pas lui donner la solution sur un plateau d'argent. Bien sûr. Le but, c'est de l'amener à la réflexion par lui-même. Ouais. Et tu sais, je me mets à leur place. Hein. Tu dois voir le truc, tu es en mode putain, mais fais pas ça. Fais pas ça, s'il te plaît. Donc tu sais, t'as envie de toucher. Donc je comprends que des fois, il y a ah putain. Ouais. Donc tu sais, eux, ils ont toujours envie d'essayer de nous filer un coup de main parce que ils ont envie que ça se passe bien pour nous et ils sont trop contents, tu vois. Trop bien. J'aimerais revenir sur 2 moments emblématiques. Le premier, c'est le canard. Est-ce que tu pourrais expliquer, hein, parce que ça a bluffé tous les coachs, notamment Philippe Etchebest. Je pense qu'ils étaient un petit peu perdus par rapport à ce que tu leur proposais, complètement choqués, mais tu les as surpris positivement par rapport à ça. Et nous aussi, qu'on a vu ça à la télé, on s'est dit oh, what the fuck, quoi. C'est quoi ce truc? C'est quoi son problème à lui? En vrai de vrai, à la base, c'était vraiment de faire juste le jeu de mots. Ouais, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un petit jeu de mots. En vrai, ça me ressemble de faire des blagues à la con, tu vois. Ouais. J'ai dit, vas-y, première épreuve, si j'arrive avec un jeu de mots, ça serait trop drôle. Donc je me suis dit, vas-y, coulant. Pour l'épreuve du coulant, j'ai dit, très bien. Et puis, tu vois, il y avait les canards dans l'économa. J'ai dit, en plus de ça, tu vois, moi, j'aime bien utiliser des parties qu'on jette à la poubelle habituellement. Ouais. Et je me suis dit, au moins, je peux faire passer, tu vois, en même temps, un petit message, tu vois, dans l'assiette. Donc je me suis dit, j'utilise les coups de canard. Et en même temps, tu vois, c'est un truc classique de la cuisine française, hein, les coups de canard farcis. Ouais. C'est un truc qu'on fait depuis des centaines d'années. Enfin, tu regardes Maïté, elle faisait des coups de canard. Hein. Et là, bon, certes, c'est un peu plus trash avec le cœur coulant au cynorhodon qui ressemble à du sang. Mais à la fois, c'est un truc qui me ressemble, tu vois, c'est un truc où tu mets 2 pieds dans le plat. Parce que pour moi, ça me choque pas du tout d'avoir la tête de canard dans l'assiette. Hein. Ouais. Y a rien de choquant, je trouve ça juste naturel. Parce que c'est ce que j'explique aux gens, c'est que on t'amène un poisson entier avec la tête, ça te choque pas, mais par contre, un canard, ça te choque. Bien sûr. Je suis en mode, mais il est où le problème là? J'ai la tête du bar, ça va. La tête du canard, non, c'est. Le problème, c'était que trop border. C'était la première fois qu'on voyait ça. Ah ouais, bah c'est sûr. Hein. Donc je vois bien que tu vois, ça choque les gens. Bon, du coup, moi, ça va être tatoué sous mon pied là dans quelques semaines. Ouais. Donc je vais avoir mon petit coup de canard sous mon panard. Ok. Mais moi, en fait, j'y suis vraiment pas allé en mode je vais les choquer, tu vois. Je me suis dit, je vais faire un truc marrant, moi, ça me fait rire. Ça va être cool, tu vois. Et au final, ça a bien marché. Hein. Juste, j'aurais bien aimé que ça cuise un peu plus dans le four, quoi. Mais je le savais, tu vois, genre, je le mets dans le four, je regarde mon journée, je dis, je te le dis, ça sera jamais cuit. J'ai pas le temps. Mais il y avait une technique particulière pour le dresser ainsi, le canard? Est-ce que tu étais préparé? Est-ce que tu avais déjà. Non, bah en fait, tu vois, je l'ai imaginé ce truc-là, tu vois, sur le moment, je me suis dit, bah ouais, tu vois. Enfin, un coup de canard, j'ai tellement pété de canard dans ma vie, je sais comment c'est foutu à l'intérieur, je sais que si j'enlève la trachée et les os, ça sera lisse, c'est que j'aurai une peau, j'ai juste à faire une farce et ciao. Okay, quoi. okay. Donc sur le papier, ça paraissait tranquillou. Ouais. Après, dans les conditions de Top Chef où t'as pas trop le temps, le matériel, ben, c'est pas forcément du matériel ultra professionnel et très poussé, tu vois, et aussi puissant qu'on a habituellement. Et en même temps, c'est sur les toits de printemps, en plein mois d'octobre, il caille, donc tout ton four, il redescend direct à 20 degrés, ça chauffe très peu, tu vois. Et en fait, je le mets à 14 minutes de la fin dans le four. Je sais très bien que ça aura jamais le temps de cuire. Ouais. Je me dis, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rien servir, tu vois. Je fais comme l'envoyer, et puis je vais essayer de rigoler, et puis basta. Hein. Trop bien. Deuxième moment, tu accèdes au quart de finale. C'était notamment avec les je sais pas comment les appeler, je vais les inspecteurs. Les inspecteurs du guide Michelin. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Comment tu as réussi à te démarquer
du reste de tes collègues pendant ces épreuves? Alors, je sais pas comment j'ai réussi à me démarquer plus que ça, tu vois. Après, j'ai juste eu... la première épreuve, c'était un plat qui vous ressemble et qui vous raconte. J'ai envie de dire, c'est entre guillemets facile. On nous demande juste de faire un plat qui nous fait kiffer et il n'y a pas de contrainte. Donc ça, c'est entre guillemets l'épreuve la plus simple de Top Chef. Tu as juste à faire un truc qui te ressemble. Donc, tu vois, tranquille. Et après, deuxième épreuve, Saint-Honoré. Moi, j'ai fait une syncope. Ils ont annoncé Saint-Honoré. Je dis, je suis mort. Pourquoi? Je dis, je suis mort. Je dis, j'ai aucune recette de pâte à choux en tête. Je dis, je suis foutu. Je dis, c'est mort. J'ai vraiment tout fait à la deux. J'étais en mode, putain, ça doit faire 6 ans que j'ai pas fait une pâte à choux. Je mettais un peu de farine dans ma casserole, je fouettais. J'étais en mode, ouais, allez, 3 œufs. Je dis, on verra bien. Et tu vois, c'était de la magouille. J'ai fait de la magouille. J'ai juste fait un accord de saveur que moi j'aime. Topinambour, Mélilo et caramel miso. Tu vois, je trouve ça trop bon. De toute façon, on va tout jouer sur le goût et pas sur la technique concrète du Saint-Honoré. Et au final, c'est passé, tu vois. Excellent. T'arrives en quart de finale et après on te voit effectivement, t'es à l'hôtel en robe de chambre, on regardait la télé à la piscine, etc. Ah oui, j'étais heureux, moi. J'étais bien. Est-ce que parmi tes collègues, lorsque tu les regardais à la télé, c'est comme ça que ça se passait? Pendant qu'ils étaient en train de cuisiner, tu les voyais en live? Ouais, c'est ça. Comme on est là, tu vois, j'étais posé, puis je regardais la télé avec du popcorn, des sandwichs. On m'a amené le café. J'étais trop bien, moi. Alors, j'étais tous au turbin en train de courir comme des oufs. Et moi, j'étais là, ouais. Et du coup, j'avais la prod qui me disait, tu veux voir qui? Donc, j'étais là, vas-y, mettez-moi Margot. Donc, je regardais Margot. Ah, tu peux switcher entre les candidats? Je peux switcher entre les candidats et les caméras. Je peux voir Ilan? Allez, vas-y, mettez-moi Ilan. Alors, j'étais le roi du monde, là. Moi, j'étais trop bien. Il y a une épreuve que tu aurais aimé participer? Ouais, Ducasse, j'avais les boules. Parce que du coup, l'épreuve qu'ils ont fait avec Ducasse, moi, j'étais pas du tout là, même pas dans les studios. J'étais à l'hôtel, sous la couette, et je recevais des photos, ils sont en train de boire du champagne avec Ducasse, et j'étais en mode, les enfoirés. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça. J'ai dit, moi, je suis là à l'hôtel. J'ai dit, putain. Trop bien, une dernière. Est-ce que tu as une anecdote que personne connaît et ne verra pas à la télé dans cette saison de Top Chef? C'est pas tant dans Top Chef, tu vois, mais c'est l'avant. C'est que l'épreuve au Georges V. Donc, moi, dans ma tête, je vais cuisiner, tu vois, ce jour-là. Parce qu'on n'a aucune connaissance de la brigade cachée. Et pourtant, j'ai essayé de tirer les verres du nez à Greg. Ouais. Parce qu'en fait. 3 semaines avant, je crois, je lui mets un message. Je dis alors, la brigade cachée, ça se passe bien, tu vois, genre, pour essayer de gratter un peu des infos et tout. Et il me répond, mais il n'y a pas de brigade cachée, frère. Je dis, mais vas-y, t'es beau, toi. Et du coup, sur WhatsApp, je fais demande de localisation. Ouais. Et il m'envoie Cassis. Tu sais, je le vois encore à Cassis. Je dis, bon, il n'y a peut-être pas de brigade cachée cette année et tout. Je dis, galère, tu vois. Et en fait, il prenait son train le lendemain matin pour aller faire le tournage. Okay. Et du coup, il me l'a mise à l'envers, mais profond. Ouais. Donc, le jour où j'arrive Georges V, dans ma tête, moi, je fais l'épreuve. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nuit, au mois de décembre, là, il y avait eu un train qui avait fait Caen-Paris en 14 heures. Okay. C'est moi. En fait, on avait percuté des sangliers. Le train était tombé en panne parce qu'il n'y avait plus d'électricité. J'avais passé la nuit entière dans le train. J'étais arrivé à 7h du mat à Saint-Laz. J'étais parti une demi-heure à l'hôtel pour prendre une douche et j'étais allé directement sur le plateau. Tu vois. Et je suis arrivé, mais j'avais une tête dans le cul, mais monumentale. Même père, il m'a dit, mais c'est quoi cette tête? Et j'étais mort. Et dans le ciel, je me suis dit, ça y est. Aujourd'hui, je sors. Je suis éclaté de fatigue. Et là, on m'annonce que je passe la journée dans le Georges V à chiller. J'ai fait ma meilleure sieste. On est arrivé à genre 8h, tu vois, au Georges V. De 8h à 11h, j'ai dormi. Mais j'ai fait ma meilleure nuit. Ouais. J'ai dormi, j'étais là dans la couette de malade. L'oreiller, il est incroyable. J'étais là, je dis, ah ouais, c'est ça la vie. J'ai appelé le room service pour avoir des croissants. J'étais en mode, ouais, là, je suis bien. C'est la première fois que t'allais dans ce genre d'hôtel? Ah bah clairement, tu vois. Enfin, au prix de la chambre, jamais de la vie, tu vois. Je paierais une chambre à 14 000 balles. Et t'es en mode, mais putain, mais là. 14 000 balles la chambre. C'est pour ça, t'es en mode une nuit. Et toi, t'es là, tu fais, pourquoi je passe la journée dedans? PDF. Avant, j'étais au max. Tu vois, j'essayais tout, je me promenais avec mon petit peignoir, machin. Et du coup, il y avait Manu, c'est nos nounous, en fait, pendant l'émission, qui venait me voir de temps en temps, savoir si je faisais pas de la merde. Donc, tu sais, je mettais du Joule à fond sur l'enceinte. Et lui, il était là, on était en train de s'ambiancer et tout. Il dit, vas-y, fais des conneries et tout, je vais te filmer. Donc, je me foutais Charlotte sur la tête, à poil dans la baignoire, avec de la mousse à raser. Et lui, il était à terre. Ils ont filmé tout ça, tu vois. Et moi, quand ils ont sorti l'épisode, j'ai fait la prod, j'ai dit, ah ouais, vous avez même pas mis ça à la télé, en fait. Et il m'a dit, ouais, t'inquiète, ça va sortir un peu plus tard. Donc, normalement, demain, il y a un petit tournée qui va s'appeler Les Vacances de Charlie. On va voir toutes mes dingueries, en fait, pendant tout ce temps-là, tu vois. Excellent. Et moi, c'était le feu. Ça m'a sauvé la vie, parce que je me suis dit, si j'arrive avec la tête dans le cul que j'ai, je suis mort. Première épreuve, c'est sûr, je me pète la gueule, quoi. Top Chef se termine, tu fais des rencontres incroyables, tu rencontres des jurys, tu gagnes en expérience, tu rencontres des chefs de partout qui viennent. C'est ça qui est fou aussi, c'est qu'ils arrivent aussi à créer ce réseau avec plein de chefs à l'international. Qu'est-ce qui se passe le lendemain de Top Chef?
Le lendemain de Top Chef, ça fait très bizarre. Est-ce que c'est des centaines de milliers d'abonnés Non, mais ils le voient pas encore. C'est ça, en fait. Que ça sort le 7 problème, mois plus tard. c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu rentres chez toi, tu viens de vivre un truc exceptionnel, mais un truc de fou. Et tu peux pas en parler. T'es là, tu peux pas en parler. Donc tu rentres chez toi, et tu fais, ok. Donc là, genre, tu te fais une micro-dépression tout le mois de décembre, tu vois, toute la fin décembre. T'es en mode, mais genre, j'ai vécu un truc de malade, et en même temps, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé, tu vois. Parce que ça a rien changé à ma vie, je suis retourné dans mon train-train quotidien, tu vois. Donc moi, j'avais pas de taf en plus à l'époque. Donc j'étais vraiment en mode charclos, tu vois, PS5 tous les jours, quoi. Et je disais, bon, et tu vois, tu te retrouves à faire une petite dépression, et on était tous un peu pareil, en mode, mais genre, on a vécu un truc de ouf, et même si t'en parles à tes proches, ils comprendront jamais aussi bien que les gens avec qui tu l'as fait. Tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que du coup, je me suis retrouvé janvier-février à venir sur Paris, et à passer énormément de temps sur Paris pour être avec ces gens-là, parce que c'est avec les gens avec qui j'ai partagé le truc que je me sentais le mieux pour parler, pour un peu préparer du coup la diffusion qui était au mois de mars. Parce que du coup on essaye de voir pour bosser avec des agences de com, pour voir qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, de notre vie, parce que on sait très bien qu'il va y avoir un changement, et en même temps on n'est pas tant préparé que ça, tu vois, à ce truc-là, parce que ça tombe un peu comme un coup de massue d'un coup. Et en fait l'attente de la diffusion, elle est horrible, parce que tu te dis genre je peux rien dire, et en même temps t'attends un truc où tu sais pas vraiment en fait les retombées qu'il va y avoir, si ça va aussi bien marcher que ce qu'ils te disent, parce que forcément ils te vendent du rêve, hein. Bien sûr. La production dit voilà ça va péter, tu vas t'inviter partout, machin, un truc. Et au final, premier épisode, donc forcément les réseaux sociaux, tu vois, ça explose. Mon téléphone vraiment il se trimballait sur la table tellement qu'il vibrait au moment du coup de canard là. Donc, et moi j'étais avec tous mes potes d'enfance, tu vois, pour regarder l'épisode, c'était trop bien, tu vois. Parce que eux c'était comme des oufs, ils avaient aucune idée d'où j'étais sorti dans le concours, de ce que j'avais fait, parce que je leur avais rien dit, quoi. Je leur avais juste dit, moi les gars, voilà, je vous l'annonce, je fais Top Chef. Donc ils étaient trop contents, on avait fait méga teuf. Et après je leur ai dit, juste m'écrivez pas, je vous dirai rien. Okay. Je vous dirai rien. Tu es tenu avec un contrat de non-divulgation, j'imagine, avec la prod. De toute façon, on est tenu par les contrats. Après, forcément, tu vois, tu peux le dire à tes parents, à ton grand-père, tu vois, ça tu peux le dire, tu vois. Heureusement. Je suis sûr qu'eux, ils savent le résultat. Eux savent le résultat, forcément, tu vois. Parce que ils sont restés un peu dans les petits papiers et qu'ils ont envie de savoir, tu vois. Mais tu vois, mes potes, j'ai toujours préféré garder la surprise. Okay. Parce que eux, à chaque épisode, en fait, ils sont comme des oufs, tu vois. Ouais, bien sûr. Et quand je fais des dingueries comme le trompe-l'œil, eux, c'est les premiers à me chambrer, tu vois, me dire, t'es vraiment une merde, putain, mais t'es vraiment un tocard, retourne faire du bâtiment. Et genre, tu vois, c'est trop... Enfin, moi, je trouve ça ultra satisfaisant. C'est de me dire, tu vois, je fais une épreuve de merde et que derrière, je sais que je gagne celle d'après. Je suis en mode, ouais, vous allez voir. Ça devait être un rituel, non? Tous les mercredis, semaines, avec les potes, avec la famille, à regarder. Tous les mercredis, mes potes, ils regardaient. Mes parents, ils ont toujours regardé en avant-première. Parce qu'ils avaient trop peur de se faire spoiler, en fait, par les amis et tout. Donc, eux, ils ont toujours regardé en avant-première parce que le premier épisode, ils l'ont pas regardé en avant-première. Ils se sont fait spoiler. Et ils ont dit, putain, vas-y, casse les couilles et tout. Du coup, ils ont pris l'abonnement M6+, et ils ont dit, allez, vas-y, ciao. Ce qui a changé dans ta vie, j'imagine qu'il y a le côté médiatique, tu te fais appeler, justement les interviews, que ce soit des podcasts, que ce soit en plateau de télévision. Comment tu gères ce que j'appellerais le succès, ou en tout cas la médiatisation? Eh ben, c'est un sacré bordel, hein. Ouais, surtout que moi, je suis pas du tout organisé, tu vois, au quotidien. Enfin, du moins à l'époque. Maintenant, je me retrouve à devoir gérer mon petit calendrier, là, parce que du coup, j'ai pas pris d'agent ou quoi. Donc, je suis en train de gérer mon petit agenda, me dire, putain, j'ai rendez-vous là. Donc, t'es un peu au four et au moulin, essayer de tout faire en même temps. Donc en vrai là ça commence à être un peu speed, tu vois, seulement à l'heure actuelle. Les premiers mois de diffusion c'est assez calme, mais là tu vois depuis début juin ça commence à bouger un peu là. Là ça commence à être un peu sport, donc on est un peu à droite à gauche et par chance tu vois, moi j'ai rencontré quelqu'un tu vois en début d'année sur Paris et elle est juriste. Et franchement, elle me sauve la poire. Ah ouais. Vraiment, elle me sauve la poire. Père comptable, petite copine juriste, tu t'es bien entouré. Vraiment, elle me sauve la poire. Et puis même, elle me canalise vachement sur toute mon organisation. Ouais. Parce que moi, je suis une grosse tête en l'air. Hein. Je me dis, vas-y, je ferai ça demain. Elle est en mode, vas-y, tu le fais maintenant, tu te poses là, on fait rien avant que t'aies fini. Et vraiment, tu vois, elle me donne un vrai cadre. Parce que si ça tient qu'à moi, les mecs, ils vont attendre pendant 5 ans mon mail. Hein. Je suis un enfer, hein. Vraiment, je suis un enfer, mais que ce soit même avec mes proches. C'est elle qui t'a dit de venir à l'heure. Clairement. D'ailleurs, t'es arrivé davantage à l'heure que nous. Le matin, c'est elle qui me lève en mode vas-y, et debout. Debout, là, vas-y, mets-toi le feu. Parce que sinon, moi, je suis trop chill, tu vois. Je suis en mode, mais vas-y, tranquille, j'ai le temps. Puis j'aime bien tout faire à la dernière minute, tu vois. Moi, mes billets de train, si je dois partir en vacances, je les prends le jour J. Je suis en mode, vas-y, ça va le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Ou il y a des gens qui ils passent à côté de toi, ils fassent comme ça, ils disent. En mode, il me dit quelque chose. T'as un peu les deux. Hein. T'as un peu les gens, tu sais, qui te regardent en mode,
te connais, mais je sais pas trop d'où. Et t'as les autres qui viennent te voir, et eux, ils sont adorables. Hein. Et 99% des gens, tu vois, c'est des amours, ils sont trop mignons. Et il y a des moments où tu te dis, putain, j'aurais bien aimé croiser personne, tu vois. Et des trucs, mais genre lunaires, genre, je me suis retrouvé à aller faire du coup des dépistages, tu vois, avec ma meuf au laboratoire. Je sors du truc avec mon petit pot de pipi à la main, t'as un mec qui me met... il me met la main sur l'épaule et en mode putain, je suis trop fan de toi. Je suis en mode je peux prendre ton pipi. Hello, ça va, enchanté, ravi de te rencontrer. Et tu fais putain. Tu sais, la gêne avec ton urine dans la main gauche. Dans la main, tu fais putain, c'est ça ma nouvelle vie. Va me laisser tranquille 5 minutes. Trop bien. Mais tu vois, les gens sont trop gentils et genre c'est adorable. Et le mieux, c'est les enfants. Genre quand j'ai fait un 4 mains à Bordeaux, il y avait un petit, je le voyais, tu sais, il faisait que de nous regarder à travers la cuisine. Et au final, j'ai fait venir avec nous, il a dressé les desserts, il a dressé des plats avec moi. Et genre, c'est adorable et tu passes des trop bons moments parce que les gens sont tellement heureux et d'une sympathie de fou que nous, on peut que leur envoyer du bonheur, tu vois, parce que nous, c'est trop bien à vivre. Hein. Carrément. Et là, maintenant, ton projet, on en parlait off caméra, c'est de créer un restaurant, de le monter. Tu es en train de lancer ce projet justement avec un membre de ta famille. Ça va être quoi le concept de ton restaurant ? Et ben exactement, ouais. Donc on est en train de voir pour l'ouverture à Caen là, donc ça sera plein centre-ville. Un restaurant, donc l'objectif c'est d'aller chercher une étoile. Alors, je m'en cache pas. Il y a 40 couverts assis à l'intérieur, donc vachement branché sur la nature. Hein. Moi ça me ressemble. En période de chasse, tu auras des produits de la chasse, de la cueillette sauvage à foison, parce que c'est toute ma vie et moi c'est ce que j'aime, c'est aller en cueillette et ramener des herbes un peu folles que les gens connaissent pas. Et vraiment rester dans un truc très naturel et avec de la céramique vraiment très brute, des tables en bois brutes, une dalle béton et un restaurant vraiment juste très épuré, pas de chichi, pas de trucs ultra ostentatoires. Enfin tu vas pas manger du caviar et de la truffe chez moi. Donc pour le coup, tu vois, c'est d'avoir un truc qui me ressemble, qui soit très simple et en même temps où tu prennes ton pied, que tu t'assois, tu viens manger 10 plats d'un coup et que tu passes une aventure de fou quoi. Combien de couverts fera le restaurant ? 40 couverts. 40 couverts. 40 couverts assis, donc je pense que les 3 quarts du temps, on bloquera à 35. Et moi, je garderai une petite table de 5 toujours vide pour les copains qui veulent venir à la dernière minute. Et tu as déjà des ébauches de ton menu ? De ton et bah, tu vois, ça, c'est un truc, j'ai vraiment du mal à faire des menus à l'avance. Parce qu'en fait, c'est vraiment les envies, tu vois, du moment. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais le menu écrit à l'avance pour les gens. Okay. Ça sera toujours de la surprise. C'est vraiment un menu unique. Tu viens, tu t'assois et tu profites. Et tu cherches pas à comprendre. Il n'y a pas ce truc de bon, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Juste, tu t'assois et tu kiffes. Okay. Parce que moi, en fait, je veux pouvoir avoir ce truc de me dire, ça se trouve, à 1 heure du service, je change tout. Tu vois Alors, j'ai envie de changer tout, je change tout et je refais un autre truc. Et si j'ai envie de refaire une autre entrée, je refais une autre entrée. Et si au lieu de 10 plats, je t'en fais 12, t'en auras 12. Tu vois Parce que j'ai envie de rajouter des trucs. En fait, c'est vraiment de se dire, je fais au jour le jour par rapport à ce que les pêcheurs vont m'envoyer. Parce que, tu vois, je fais très attention aux produits que j'achète. Et tu peux pas demander à un pêcheur de t'amener tous les jours tel poisson, tu vois. C'est pas lui qui choisit, c'est pas un Uber Eats de la mer, tu vois. Donc en fait, si le mec il me dit j'ai 3 carlets, un bar et un mulet, je prends ça et puis je me démerde avec ça, tu vois. Et j'en ai rien à foutre, tu vois, qu'il y ait une table, il a un mulet, l'autre il a un carlet et l'autre il a un maquereau, tu vois. C'est juste voilà, genre, pour moi c'est ça aussi la cuisine, tu vois, c'est de faire avec ce qu'on nous donne au jour le jour en ultra frais et en ultra bien. Plutôt que de se forcer à se dire j'avais dit aux gens qu'ils mangeraient du bar, mon pêcheur il a pas de bar, je vais aller acheter un bar de merde chez un écailleur, tu vois, qui est flingué, tu vois. Je préfère me dire je prends que des produits de ouf et ultra frais et tu les sublimes. Et au moins je les sublime, tu vois, au jour le jour. Trop bien. Dernière question, tu le vois où dans 5 ans ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur ? Est-ce que tu as des ambitions professionnelles justement, peut-être ouvrir plusieurs restaurants, aller dans différents pays ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Dans 5 ans, l'objectif, il est clair. J'espère que j'aurai l'étoile depuis déjà quelques temps. Et j'ai envie d'ouvrir un bistrot, du coup, au nom de ma grand-mère, qui s'appellera Yvette. Donc, le but, c'est vraiment Ma grand-mère s'appelle Yvette aussi. Donc, tu vois, le but, c'est vraiment d'ouvrir ce bistrot-là, tu vois, qui est là aussi pour lui rendre hommage, avec de la cuisine vraiment très simple. Il y aura toujours un riolet tiède en dessert, parce que elle faisait un riolet exceptionnel. Et tu vois, moi, c'est vraiment là... pour faire le bistrot où moi je kifferais manger, tu vois. De la cuisine simple, tu vois, tu manges un pâté en croûte, tu manges un pitivier, tu manges un riolet en dessert ou une île flottante, et juste tu passes un bon moment, il y a de la bonne musique, il y a des bons canons, et chill, tu vois. Et ça, c'est le genre de resto que j'ai envie d'ouvrir, mais après avoir eu mon étoile, je préfère me concentrer d'abord sur un restaurant gastro où je chope du coup ce rêve que j'ai depuis des années, et après on verra pour ouvrir des petits trucs à droite à gauche, quoi.
Je disais que c'était la dernière question, mais j'en ai une dernière. Au-delà de ton expérience chez Top Chef et de Charlie le cuisinier, qu'est-ce que tu veux que les gens y retiennent de toi? Très bonne question. Bah, tu vois, j'ai pas forcément envie qu'ils retiennent un truc en particulier de moi, mais juste j'ai envie qu'ils puissent venir manger du coup au restaurant et se rendre compte de la cuisine que j'ai réellement, parce que Top Chef c'est très bien, mais faut se rendre compte que c'est des épreuves avec des sujets donnés, des ingrédients qu'on choisit pas forcément, qui sont hors saison en plus à certains moments. Et pour moi, la cuisine d'un chef, que ce soit pour moi ou tous les autres candidats, elle est totalement différente de ce qu'on fait dans Top Chef, parce qu'on est là pour raconter une histoire et amener notre univers, que ça soit de la fourchette au PQ, tu vois. Vraiment. Hein. Donc t'es là en fait pour moi... Tu vois le PQ avec des petits canards imprimés. Tout a un intérêt, tu vois. Tout a un intérêt dans le restaurant, je veux tout calculer, que ça soit la texture de l'assiette pour quand tu la poses sur la table, que ça fasse un certain bruit, que ça soit les lumières, l'éclairage, les bougies, la couleur du buffet, tu vois. En fait, pour moi, tout a un intérêt, la texture de la serviette. Et pour moi, la cuisine, elle ne s'arrête pas que à ce que tu fais derrière ton fourneau. C'est vraiment tout ce que ça va englober et tout l'univers. Bien sûr. Donc pour moi, en fait, j'ai juste envie que les gens ils viennent et ils se rendent compte que bah, ça me ressemble, tu vois, et que c'est génial. Et que c'est moi, en fait, dans ce restaurant-là. Génial. J'imagine qu'il y a aussi des gens qui ont vu l'émission, qui vont venir. Hein. Je pense que c'est un outil promotionnel incroyable. Qui vont te demander peut-être de ressortir des plats que tu as fait. Ah bah ça, on s'en doute. Hein. Il y en a plein. Je sais que la tartiflette normande, ils l'attendent plus. Hein. J'ai eu plein de messages à cette épreuve-là. Les mecs qui se sont dit « Ah, j'ai trop envie de la manger, ça !» Donc je pense que je leur ferai de temps en temps, tu vois. Mais vu que c'est pas mon kiff de refaire des plats, toujours pareil, je leur ferai de temps en temps, tu vois, juste pour le plaisir des gens, mais c'est tout, quoi. Merci beaucoup, Charlie. Merci à toi. Participé au podcast. C'était trop cool. Merci.